tous et bienvenue à cette séance de l'université permanente qui, je le rappelle, est donc toujours soutenue par la Maison Aragon Elsa Triolet, l'Association des Amis Elsa Triolet Aragon, les Lettres Françaises. Et donc nous recevons ce soir Hervé Bismuth, qui est spécialiste de l'œuvre d'Aragon, qui est maître de conférence à l'université de Bourgogne. Sa thèse portait sur le Fou d'Elsa, et donc en deux ouvrages, le Fou d'Elsa, un poème à thèse, et le Fou d'Elsa, métissage linguistique et discursif. Mais vous avez aussi publié une histoire du théâtre du théâtre européen de l'Antiquité au XIXe siècle, si je ne m'abuse. Voilà, donc vous allez nous parler aujourd'hui d'Aragon et 68. Nous vous remercions beaucoup de votre présence et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, merci pour votre patience. C'était un peu stressant. J'ai vu le moment où on n'allait pas partir de Dijon. Bien. Donc cette conférence qui s'appelle Aragon en 68, je sais que la maison Aragon Triolet a fait une annonce en disant que j'allais passer l'année 68 d'Aragon avec vous. En 50 minutes, c'est pas possible. Donc ce sera un peu plus précis que ça. C'était ce que j'avais un peu prévu, mais je pensais avoir 1h30, c'est pas le cas. Mais en 50 minutes, on va dire beaucoup de choses. C'est une conférence qui est en fait pour propos de faire entendre la petite voix discordante qui aura été celle d'Aragon dans ces années-là, particulièrement en 68, donc pas toute l'année 68, plus d'une heure, même pas ce qu'on a vite appelé immédiatement après le printemps de Prague, encore qu'il y a des tas de choses à dire, mais simplement, je resterai focalisé autour de cette période d'émeutes, de mouvements sociaux qu'on a bien vite appelé mai 68, et je resterai surtout focalisé autour d'une rencontre précise, dont on reparle depuis peu de temps, depuis les anniversaires de 68. Vous savez, en ce moment, on n'arrête pas de fêter les anniversaires 68. Il y a l'anniversaire, et puis il y a Nuit debout, et puis... Voilà. Et ce que je voudrais, c'est faire entendre cette petite voix discordante. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que cette petite voix n'intéresse absolument pas la littérature, parce qu'elle n'a donné lieu de la part d'Aragon à aucune production littéraire mémorable. Ensuite, parce qu'elle n'intéresse pas les historiens, a priori. Aragon, dans mai 68, ne représente alors que lui-même. Sa petite voix n'aura en rien modifié les choses. Le seul ouvrage historien, il y en a un, il est très récent, à parler de cet épisode, c'est l'essai de Boris Gobbi, qui est paru en janvier 2018, et qui s'intitule « Le mai 68 des écrivains ». Et d'ailleurs, Boris Gobbi se trompe un peu, il attribue, c'est moi qui le dis, mais je vais le prouver, il attribue à Aragon la démarche d'un homme de parti, qui est pressé de justifier un parti qui est un peu mal à l'aise et qui est dans le beau drap à ce moment-là. Pas du tout. Il y a des enjeux beaucoup plus intéressants. Si je propose de faire entendre cette petite voix, c'est en fait parce qu'on est 50 ans après tout ça, et que 50 ans après les événements politiques 68, ça vaut la peine maintenant d'écouter une petite leçon politique qu'Aragon a donnée à tout le monde. Une leçon qui, à l'époque, n'a pas été très audible, c'est le moins qu'on puisse dire, mais à la nôtre d'époque, un demi-siècle après, elle est autrement plus claire. Elle est autrement plus évidente que bien des discours d'alors, bien des discours, ces discours de l'époque, que les générations postérieures, et même nous, avons du mal à comprendre. Vous m'avez compris, comme disait le général, je ferai une conférence engagée, car je prendrai parti, évidemment. C'est difficile de parler de 68 sans prendre parti, mais je ne prendrai absolument pas parti pour rendre des acteurs politiques officiels de cette époque, ça n'aurait aucun sens. En revanche, je ferai une conférence engagée, je prendrai parti pour Aragon. Je voudrais d'abord commencer avec ce début, la chronique des activités d'Aragon en 68. Cette chronique commence le 9 mai, c'est une chronique assez étonnante. Ce jour-là, c'est un mouvement étudiant qui est jeune. C'est le lundi 6 mai que se sont produites les violences policières près de la Sorbonne. Et c'est le 7 mai qu'a eu lieu le premier défilé étudiant et le premier affrontement nocturne à l'extérieur de la Sorbonne. La nuit des barricades, ce sera après, ce sera le 10 mai. Donc le 9 mai, c'est le jour où les étudiants ont improvisé un meeting, place de la Sorbonne, en début d'après-midi. Et c'est à ce moment-là que s'est produite une rencontre incongrue. Comme disait Isidore Lucas, cette petite phrase qu'adoraient les surréalistes,
une rencontre fortuite sur une table de dissection entre une machine à coudre et un parapluie. Il s'est passé tout simplement qu'un vieil homme de 70 ans a traversé la place en passant entre deux cars de CRS, s'avance vers les étudiants, franchit la foule des étudiants hostiles, je reviendrai là-dessus, s'avance vers l'orateur. À ce moment-là, c'est Cohn-Bendit qui tient un mégaphone, parce qu'il a quelque chose à dire aux étudiants. Il dira plus tard que c'est par hasard qu'il passait par là, j'y reviendrai. Alors, de cette rencontre demeurent des témoignages, des citations, leur cortège de variantes. Je cite en vrac quelques-unes des réactions des étudiants au moment où ils ont vu s'approcher ce vieillard. On connaissait le visage, hein. C'est les années où, dans les années 60, Aragon passe à la télé. Il passe même avec Guy Béard dans des émissions variété. On voit très bien qui c'est. Et on entend des choses du type « à ça alors, il ne manque pas de culot », etc. Il y a un témoignage qui date de l'année même, 68, qui s'appelle le livre des citations de mai 68, où on entend que quelqu'un lui dit vieille barbe, et il répond toi aussi tu seras un jour une vieille barbe. C'est vraiment une vieille barbe de répondre ça. On entend voilà, des militants libertaires qui chantent vive le GPU, etc. Et on mentionne aussi quelqu'un qui était là, je parlerai plus tard, qui est connu, qui est le journaliste Kike Nopinki, qui est à ce moment-là le secrétaire de l'Union des étudiants communistes de Paris, et qui mentionne la façon dont, en s'avançant vers le mégaphone, Aragon sourit sous les huées, c'est très christique, hein. Il sourit sur les huées, il dit de façon à peine audible « Vous me rappelez ma jeunesse ». Et on rapporte aussi des variantes autour de la même phrase, qui est cette phrase de Cohn-Bendit qui tend son micro à Aragon et qui dit aux camarades, aux étudiants, camarades, même les traîtres ont droit à la parole. Je savais que ça ferait rire. Alors, avant de parler déjà de ce qu'Aragon a dit à ce moment-là, de ce qui s'est échangé entre Aragon et Cohn-Bendit, je voudrais qu'on s'arrête provisoirement sur cette image, voilà, comme dans les reportages documentaires, d'Aragon debout à côté de Cohn-Bendit. On connaît, il y a une ou deux photos qui circulent de cette époque. Et je voudrais qu'on revienne en arrière et qu'on explique ce que j'ai envie de faire, l'histoire de cette rencontre, plutôt les histoires de cette rencontre, ou plus exactement les épisodes de cette histoire, à plusieurs épisodes, parce que l'histoire de cette rencontre entre Aragon et les étudiants, entre Aragon et Cohn-Bendit, c'est en fait une histoire en 3 temps. Il y a une première histoire, un premier épisode, qui alors est vieux de 50 ans. 50 ans, c'est la même distance qui nous sépare, nous, de 68. Il y a une deuxième histoire qui est interne au Parti communiste et aux étudiants communistes, qui a fini de façon dramatique, y compris pour le Parti communiste, il y a à peine 5 ans, 63 ans. Il y a une troisième histoire qui, elle, a moins d'une semaine et qui remonte au vendredi 3 mai précédent. Mais je voudrais commencer par le premier volet de cette histoire. La première histoire, évidemment, c'est celle de la jeunesse d'Aragon. Il arrive et dit « Vous me rappelez ma jeunesse ». De quoi est-ce qu'il parle Aragon lorsqu'il dit « Vous me rappelez ma jeunesse ». Évidemment, il ne parle pas de sa jeunesse étudiante. Lorsqu'Aragon s'inscrit à la faculté de médecine pour faire plaisir à sa mère, on est en 1916, il n'a pas vraiment le temps de faire la fac. D'abord, il s'ennuie, il avait plein d'autres choses à faire. Et en 1917, il fait ses classes au Val-de-Grâce. C'est là où il fera une rencontre historique pour l'histoire de la littérature française. Il va rencontrer quelqu'un qui n'a pas plus à faire là que lui, qui s'appelle André Breton et qui a un nom de plus que lui. Et ensuite, à 19 ans, il est, à ce moment-là, non pas à 19 ans, 21 ans, excusez-moi, il part sur le front, où il restera jusqu'à l'armistice et bien au-delà. Son service militaire continue, d'ailleurs après l'armistice, puisque c'est le service militaire de 3 ans, il restera avec l'armée française d'occupation jusqu'en septembre 19. Vous voyez, comme aurait dit Philippe Clé, le réal de l'époque, les universités d'Aragon, c'était pas Jussieu, c'était pas Censier, c'était pas Nanterre, évidemment. Il arrêtera de toute façon sa médecine assez tôt. Ça fait 4 ans, en janvier 22, quand il décide une fois pour toutes d'arrêter sa médecine, tant pis si sa mère pleure. Ça fait 4 ans qu'il publie ses poèmes, ses proses. Il a créé avec Soupeau et Breton une revue qui est la revue Littérature, et son premier roman est déjà paru. Si les étudiants de mai rappellent sa jeunesse à Aragon, ce n'est pas parce qu'il a été étudiant. C'est parce que, et c'est la première fois, pas seulement pour lui, c'est même la première fois dans l'histoire de France, on pourrait dire, ces jeunes gens qui ont entre 18 et 25 ans, qui se regroupent en tant que jeunes, qui contestent la morale bourgeoise. L'origine du mouvement étudiant, c'est le 22 mars, et c'est la contestation de la morale bourgeoise, qui veulent se libérer d'un monde de vieux. Il parle de vieux,
mais Aragon aussi, on va voir, qui depuis plus d'un an défile contre la guerre au Vietnam, ces jeunes gens irrévérencieux, insolents, qui sont prêts à changer le monde, qui sont prompts à l'insulte, au coup de poing, au gifle surtout. Mais Aragon, il les reconnaît, Aragon s'y reconnaît, évidemment. Parce que bien sûr, il a été comme eux, et pour la première fois depuis longtemps, Aragon retrouve dans les années 60 ce qu'ils ont été ses amis et lui, il y a bien longtemps. Vous voyez, c'est pas l'homme de parti qui dit « vous me rappelez ma jeunesse », c'est réellement Aragon. Et ce que sont les étudiants de mai, eh bien Aragon l'aura été beaucoup plus longtemps que, je passerai très vite parce que je pense que vous avez eu déjà des conférences sur la vie d'Aragon, mais évidemment, les premiers poèmes d'Aragon ont paru en 1918, il a alors 20 ans, mais Aragon, lui, aura été longtemps ce qu'on pourrait appeler un 18art attardé, lui aussi. Parce que 18art attardé, ça va durer jusqu'en 31. En 31, il a 33 ou 34 ans. C'est lui en 31, quand il a 34 ans, qui publie ce fameux poème Front Rouge. Vous savez, celui où il écrit des choses du type « Descendez les flics, camarades, descendez les flics, feu sous les ours savants de la social-démocratie, etc. » C'est bien à cette époque qu'il écrit « Je chante le guépéou qui se forme en France à l'heure qu'il est ». De 1918 à 1931, Aragon et ses amis auront été des organisateurs de scandales artistiques et sociaux. On connaît même les scandales littéraires d'Aragon. C'est Aragon qui signe l'alphabet, c'est Aragon qui signe un poème qui ne comporte que le mot persienne décliné à l'infini. C'est Aragon qui signe une pièce de théâtre qui s'est jouée. Une pièce de théâtre, on est en 1922 et elle s'est jouée en 1923, qui commence par, sur le plateau, une femme nue, complètement nue, avec une voiture d'enfant dans le dos, qui aborde un militaire et qui dit un militaire qui dit toujours galant avec les dames, bien sûr. Ne vous trompez pas, le scandale, c'est pas la femme nue. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le scandale, c'est de mettre un militaire là-dedans, évidemment. C'est Aragon sanglant à une exposition. À l'époque, il y avait sanglant à une exposition. C'est Aragon qui se jetait à coups de pied de la coupole parce qu'il est venu sans cravate, etc. C'est Aragon aussi qui gifle, vous voyez, je parlais des coups de poing, qui gifle une vraie gifle. Qui gifle un homme qui, lors d'une projection à Stendhal, on suppose que c'était un film d'Artaud, c'est un jeune homme qui dit on a tout de même pas fait la guerre avant d'arriver là, et Aragon lui colle une gifle en lui disant tiens, ça c'est pour t'apprendre à avoir nommé la guerre. C'est Aragon, parlant de gifle, qui le jour de la mort d'Anatole France, publie avec ses amis un texte qui s'appelle Un cadavre, et le texte d'Aragon commence par avez-vous déjà giflé un mort? Anatole France, qui à l'époque était le Victor Hugo. Et bien sûr, évidemment, la politique. Alors parlons d'avant-garde. Aragon, en 1924, 7 ans à peine après la Révolution d'octobre, écrit Moscou la gâteuse. On peut difficilement faire plus avant-garde à ce moment-là. Aragon et ses amis qui se jettent, le Vietnam de l'époque, c'était la guerre du Rif, c'est-à-dire cette guerre qu'on fait à l'extérieur, cette guerre qui n'est pas chez nous. Quand même avec de mauvaise foi, avoir mauvais esprit pour se battre contre une guerre qui ne se passe pas chez nous. C'est Aragon qui jette dans la bataille, et c'est contre la guerre du Rif, et c'est le moment effectivement où il rencontre les communistes, où il rencontre la revue Clarté, Henri Barbusse, etc. C'est Aragon et ses amis en quête d'un art révolutionnaire. Après, ils écrivent d'ailleurs, en cas de guerre entre la France et l'URSS, à se ranger aux ordres du Parti communiste de l'Union soviétique. Et c'est Aragon aussi, et ses amis, en haine de quelque chose qui va revenir, qui revient dans ces années-là, en haine contre les pères de leur génération. Voilà ce qu'écrivait sur sa jeunesse Aragon en 1942, entre autres plusieurs choses, des choses qu'il n'a pas publiées lui-même, qu'on connaît, qui sont publiées depuis sa mort. Il parle de 14-18. Cette guerre-là, on voyait trop de quoi elle était faite. C'était une guerre des vieux, pour des raisons qui avaient exalté les vieux, qui ne touchaient pas les jeunes. Et c'était les jeunes qui la faisaient pour les vieux. À la suite de quoi il rajoute, il a alors 45 ans, tout ceci dit comme nous le sentions. Je ne prends pas aujourd'hui tant sans foi à mon actif d'homme, ce qu'en font presque, je pensais avec d'autres enfants. Car effectivement, Aragon dans les années 40 a changé. Il a changé moins de 10 ans après l'époque où il écrivait Descendez les flics. Et dans les années 60, déjà dans les années 40, mais jusque dans les années 60, Aragon est devenu un auteur de romans à prix littéraire, un écrivain du réalisme, un poète du vers régulier, un poète de vers à chanter, comme Aragon écrit, un militant au service d'une organisation, et pas n'importe quelle organisation, une organisation militaire. Bref, Aragon est devenu un renégat. Il est devenu un traître
au regard des slogans surréalistes. Et c'est important pour les étudiants de l'époque. Déjà ça, déjà ce type de traîtrise. Parce que lorsqu'ils rencontrent les étudiants de mai, en mai 68, pour ces jeunes gens qui lisent des livres, qui s'intéressent à la littérature, qui vivent en quartier latin, ça fait déjà 16 ans, par exemple, que Paul Éluard est mort. Et on a oublié que Paul Éluard, bien sûr, a quitté le PCF dans les années 30, mais on a oublié qu'il est revenu. On a oublié que c'était lui, au moment où Aragon a commencé à écrire un peu dans tous les sens, qui est resté le poète régulier du vers régulier, le poète fidèle au vers régulier. On a même oublié, on oublie encore, qu'il y a eu un poète qui a écrit une ode à Staline, mais c'était Paul Éluard. Mais on a du mal à le voir comme ça, on a tellement de mal à le voir comme ça, que je connais des universitaires qui sont encore persuadés que Aragon, lui, a écrit une ode à Staline, alors que non, c'est Éluard, mais on ne voit pas les choses comme ça. Mais en 68, ça fait 16 ans qu'Éluard est mort, mais il y a quelqu'un qui est mort seulement depuis 2 ans, dont on parle beaucoup. Ces années-là, surtout qu'il y a l'ultra-gauche, la lettrice, etc. Ça fait moins de 2 ans qu'André Breton est mort. Et on se souvient de sa rupture précoce avec le Parti communiste, on se souvient de son amitié avec Trotsky. Et l'amitié de Breton avec Trotsky, exonérée à l'avance, on a vu après comment les choses se sont passées, Breton des crimes du stalinisme lorsqu'ils sont révélés. On se souvient de la fidélité, à la différence d'Aragon, fidélité de Breton au surréalisme, puisqu'il aura passé les 30 dernières années de sa vie à ne parler que du surréalisme. On a oublié des choses. On a oublié que Breton, qui était contre l'écriture des romans, quand même, deux des plus belles choses qu'a écrites André Breton, eh bien, ce sont des romans, il faut bien appeler un chat, c'est Nadja et c'est L'amour fou. On oublie qu'à la différence de la plupart des poètes français engagés, eh ben, Breton a quitté la France en 1941 pour ne venir qu'à la Libération. On ne retient pas ce genre de choses. On oublie aussi les excommunications régulières du pape du surréalisme, et on oublie surtout à ce moment-là, vous voyez, dans la façon dont on redécoupe l'histoire, parce qu'on fait son peu, on oublie que la seule critique formulée par Breton, à l'époque où Aragon écrivait « Vive le GPU, qui a besoin de son GPU, descendez les flics, faites sur savant, etc. » Et la seule critique de Breton contre ce poème d'Aragon, c'est qu'il trouvait tout simplement le poème mauvais, et c'est tout. Mais on se souvient certainement qu'à la mort de Breton, quelqu'un avait peint sur un mur face de la Sorbonne, et je ne sais pas si cette inscription était encore là 2 ans après, mais quelqu'un avait peint ceci: Breton est mort, Aragon est vivant, 2 malheurs frappent la littérature française. C'est une phrase qu'on attribue d'ordinaire à Delors, l'international situationniste, etc. Un témoin digne de foi, parce qu'il a une excellente mémoire, qui est le journaliste Guy Konopin, qui est encore lui, qui a bien connu tout ce monde, le jour qu'en fait elle n'est pas de Debord, elle est d'un autre situationniste dont je parlerai un peu plus tard, qui était dans le coin à ce moment-là, qui viendra célèbre comme écrivain dans les années 70, elle est de Jean-Patrick Bouchette. Voilà pour le premier volet d'histoire. Le deuxième volet, c'est quelque chose qui a commencé en 63, qui est une affaire interne au Parti communiste, que le Parti communiste paye cher en 63, qui va payer cher jusqu'en 68 inclus. C'est ce qu'on appelle depuis la crise étudiante. Aragon y a déjà joué un rôle, même s'il a été alors déjà inaudible dans le comité central du Parti communiste des membres. Cette crise, c'est un des facteurs importants pour se compléter les forces en présence en 68. En 63, quasiment tous les acteurs étudiants de mai 68, les plus âgés en tout cas, étaient là, et à l'exception de Cohn-Bendit, qui était anarchiste, étaient membres de l'Union des étudiants communistes, qui est le mouvement de jeunesse étudiant de l'UPCF. Cohn-Bendit a 18 ans, Bernard Kouchner est membre de l'UEC, il est déjà journaliste, il est rédacteur à Clarté. Je me rappelle, il y a des interviews d'Elsa Triolet par Bernard Kouchner autour de la parution de la traduction du premier roman de Solzhenitsyn, et aussi André Guzman, Henri Weber, Serge Louis, etc. Il y a déjà certains communistes qui sont en train de devenir trotskistes, ou qui sont déjà des trotskistes infiltrés, Jean-Patrick Manchette, Alain Krivine, et l'UEC traverse une crise grave. C'est la première fois que dans un mouvement de jeunesse se répandent des idées qui ne sont pas celles du parti dont il dépend, a priori en tant qu'organisation autonome. Il y a eu 56, il y a eu la révélation par Khrouchtchev des crimes de Staline, il y a eu surtout la scission du mouvement communiste international. On peut être communiste et avoir 2 points de vue différents internationalement. Et en 62, la rupture sino-soviétique est définitive. Il y a les Italiens, d'une certaine façon,
de penser ce conflit international et une certaine façon de penser la déstalinisation. Il y a un PCF qui, à ce moment-là, reste fidèle à Moscou et avec bien des nuances. On s'accordera pour dire simplement que sa position reste un peu en deçà de celle du nouveau pouvoir soviétique face au stalinisme. Mais il y a aussi la révolution cubaine, il y a aussi la campagne des Cent-Ans en Chine. Et il y a toute cette ambiance qui fait que des gens, comme disait Althusser, qui n'avaient jusqu'ici remporté aucune victoire historique, commencent à avoir tout d'un coup piment sur rue, parce qu'ils ont rétroactivement raison, c'est les organisations trotskistes. En tout cas, ce qui domine chez les étudiants communistes, je n'ai pas perdu mon sujet, ce qui domine à ce moment-là chez les étudiants communistes, c'est l'insuffisante prise en compte par le Parti communiste français des révélations des crimes du stalinisme. Il y a des tentatives dans le Parti communiste de quelques réformateurs, on connaît Soriano Krigel, il y a Marcel Cerdan, Laurent Casanova, et ce sont des gens qui sont très vite accusés par la direction de révisionnisme, qui sont même rétrogradés avant d'être exclus tout à fait. Du coup, il y a un programme élaboré par les étudiants de l'Union des étudiants communistes pour le congrès février 63, qui est simplement la position de jeunes gens par rapport à tout ça, qui n'est pas exactement celle du PCF, qui n'est tellement pas exactement celle du PCF, que ce programme est vivement critiqué par le PCF, qu'en plus la presse évidemment exploite le différent, et que, on va dire que c'est peut-être la première fois, pour reprendre une expression que Roger Martelly utilise, qu'il y a un grand malentendu entre le Parti communiste et la jeunesse. Martelly a sorti un ouvrage, je crois qu'il a 2 mois déjà, qui s'appelle Le communisme en 68, le grand malentendu. Bon, il fait le point, notamment sur cette bataille du PCF contre le gauchisme à partir de ce moment-là. Il y a de toute façon une analyse à ce moment-là qui va être encore celle du PCF en 68, qui consiste à regarder les étudiants comme des petits bourgeois, c'est-à-dire comme ce qu'ils sont en devenir. En étudiant médecin, c'est un futur médecin, en étudiant avocat, c'est un futur avocat, etc. Et évidemment, le PCF rate quelque chose du côté de la jeunesse étudiante. Il rate quelque chose par rapport à des gens, on pourrait parler de massification, on pourrait en parler tous les ans, de la massification du public étudiant. Et il fait une erreur qui va payer cher en 68, mais qui paye déjà très cher en 63. Parce que lorsque Roland Leroy sera chargé de reprendre la situation en main chez les étudiants, il y aura des dégâts. Le premier dégât, c'est, vous connaissez l'histoire, c'est la démission avant son suicide du secrétaire des étudiants communistes à l'informaire. Et surtout, ce sont tous ces groupes dissidents, maoïstes notamment, qui se détachent par grappe de l'Union des étudiants communistes, et évidemment qui sont encore là. Il se passe 5 ans, le temps d'un passage de relais, qui sont encore là au moment de 68. En 66, Alain Krivine a déjà fondé la jeunesse communiste révolutionnaire, avec d'autres dissidents. Et on va dire que le PCF non seulement reste sourd au changement de société, mais continue, c'est un bilan que Martelly fait de façon précise dans son ouvrage, avec des documents, c'est un bilan d'historien. Le PCF reste, on va dire, acharné, pugnace, sur la question de la lutte contre le gauchisme, parce que évidemment le gauchisme c'est l'ennemi de l'autre côté. Voilà, pour les étudiants qui accueillent Aragon, vous voyez, le 9 mai 68, Aragon concentre aussi, pour toutes ces raisons, est encore un traître, mais du côté politique. Il concentre pour toutes ces raisons à la fois beaucoup d'animosité, et pour un petit groupe d'entre eux, il faut aussi en parler, beaucoup de sympathie. On va parler de l'animosité, c'est le contexte politique des étudiants de mai, et globalement aussi le PCF, et à ceux qui le représentent. En fait, pour la quasi-totalité des militants gauchistes en marge du PCF, les communistes arabes en particulier, sont des traîtres. En quels termes ça se posait la question de la traîtrise? En des termes, pour nous qui regardons ça de loin, en des termes multiples, mais surtout en des termes contradictoires. Contradictoires qui pourtant faisaient une alliance objective de tous ces étudiants. En fait, le PCF a trahi la classe ouvrière, a trahi la révolution, aussi bien aux yeux de ceux qui lui reprochent d'être un parti complice de la terreur stalinienne, les Stals, et aux yeux de ceux qui lui reprochent, à l'inverse, de cette solidarité de Staline, désolidarisée de Staline, d'ailleurs les maoïstes, aux yeux de ceux qui lui reprochent d'être légaliste, aux yeux de ceux qui lui reprochent d'être national, aux yeux de ceux qui lui reprochent encore l'invasion de la Hongrie. On ne sait pas encore ce qui va se passer en Tchécoslovaquie, on ne s'y intéresse pas trop à ce moment-là. Ce qui fait que le Parti communiste français, ses membres sont des traîtres pour les antistaliniens, les trotskistes, les pro-chinois, les non-violents, les partisans de la lutte armée, les Cubains.
Et tout ce qui, dans la foule étudiante, est consensuel avec la mise à bas du vieux monde, et bien ce qu'il y a de plus consensuel après ça, avec ça, c'est évidemment une hostilité contre le Parti communiste. Ça, c'est pour l'animosité. Mais il y a la sympathie. La sympathie, elle est récente. Ce jour où Aragon a rencontré les étudiants, c'est pile le jour où les étudiants communistes sont enfin rentrés dans le mouvement. Après s'être prudemment retenus depuis un moment, notamment depuis le 3 mai, mais ça, j'expliquerai pourquoi, c'est la troisième histoire. Aragon suscite évidemment plus que de la sympathie dans le mouvement communiste étudiant, et pas seulement pour des raisons artistiques ou intellectuelles. D'abord parce que les aînés, qui sont encore là, se rappellent de quelle façon il a tenté, en vain, mais il a tenté, il est intervenu, pour concilier avec la direction du PCF les initiatives des réformes de Servan et Casanova, pour concilier, trouver quelque chose qui puisse fonctionner entre la position du PCF et la position du Congrès des étudiants communistes. Et je dirais de quelle façon s'est marquée cette sympathie assez paradoxale, assez ambiguë aussi, à cause du comportement d'Aragon. Mais il faudrait d'abord que j'explique, c'est la troisième histoire, pourquoi les étudiants communistes sont dans l'expectative depuis le 3 mai jusqu'à ce jour-là. Au matin du 3 mai, l'Humanité fait paraître un article qui est connu maintenant, qui est souvent cité depuis les anniversaires, qui est rédigé par celui qui normalement était chargé du combat idéologique contre le gauchisme. C'est un article qui paraît en première dans page 4 de Lima, signé Georges Marchais, intitulé « De faux révolutionnaires à démasquer ». Alors, d'abord le contexte de l'article. C'est la veille, il y a deux événements importants. Il y a d'abord la proposition communiste d'assurer les 4 semaines de congés payés à tous les travailleurs sans exception, et qui vient d'être votée à l'unanimité. Mais il y avait une autre proposition communiste derrière qui n'est pas passée, qui était celle de généraliser à 5 semaines, y compris pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 21 ans, qui a été repoussée par 280 voix contre 187. C'est une période de combat. Il y a aussi les heures de la veille à Nanterre, mai 68 vient à peine de commencer, les brutalités policières qui amènent déjà l'indignation des syndicats et des partis gauche, mais qui ne se sont pas encore manifestés. Donc voici l'article de Marchais, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais simplement deux, trois extraits pour recontextualiser tout ça. Je lis, comme toujours lorsque progresse le nom des forces ouvrières démocratiques, les groupuscules gauchistes s'agitent dans tous les milieux, ils sont particulièrement actifs parmi les étudiants. À l'université de Nanterre, par exemple, on trouve les maoïstes, les jeunesses communistes révolutionnaires, le comité de liaison des étudiants révolutionnaires, etc. Malgré leurs contradictions, ces groupuscules, et là la phrase célèbre, quelques centaines d'étudiants se sont unifiés dans ce qu'ils appellent le mouvement du 22 mars, Nanterre, dirigé par l'anarchiste allemand Cohn-Bendit. Non satisfaits de l'agitation qu'ils mènent dans les étudiants, voilà que ces pseudo-révolutionnaires émettent maintenant la prétention de donner des leçons au mouvement ouvrier. De plus en plus, on les trouve aux portes des entreprises, dans les centres de travailleurs immigrés, distribuant tracts et autres matériels de propagande. Ces faux révolutionnaires doivent être énergiquement démasqués, car objectivement, ils servent les intérêts du pouvoir gaulliste et des grands monopoles capitalistes. Un des maîtres avancés des gauchistes est le philosophe allemand Herbert Marcuse, qui vit aux États-Unis. Ces thèses peuvent être résumées de la façon suivante: les partis communistes ont fait faillite, la bourgeoisie a intégré la classe ouvrière qui n'est plus révolutionnaire, la jeunesse, surtout dans les universités, est une force neuve, pleine de possibilités révolutionnaires, elle doit s'organiser pour la lutte violente. La thèse et l'activité de ces révolutionnaires, à chaque fois de révolutionnaire, il y a des guillemets, de ces révolutionnaires pourraient prêter à rire, d'autant qu'il s'agit en général de fils de grands bourgeois, méprisant à l'égard des étudiants d'origine ouvrière, qui rapidement mettront en veilleuse leur flamme révolutionnaire pour aller diriger les entreprises de papa, y exploiter les travailleurs dans la meilleure tradition du capitalisme. Cependant, on ne saurait sous-estimer leur malfaisante besogne qui tente de jeter le trouble, le doute, le scepticisme parmi les travailleurs et notamment les jeunes. Je voudrais prendre le temps, je ne perds pas mon point de vue, je suis toujours sur cette rencontre, il y a des tas de choses à dire sur cet article, mais je voudrais parler de ce qui concerne cette rencontre. Je voudrais prendre le temps d'une petite explication de texte, non pas pour dire des choses déjà maintes fois rebattues, débattues, oui, le PCF n'a pas compris ce qui se jouait à ce moment-là. De toute façon, personne n'a compris ce qui se jouait à ce moment-là, en réalité. Il y a ceux qui sont aperçus après coup qu'ils étaient dans le bon sens de la vague.
Mais sur le moment, personne ne voyait réellement ce qui se passait. Oui, les gauchistes ne sont pas des fils à papa éloignés d'une classe ouvrière à qui ils demandent constamment des comptes. C'est même pas tout ça n'a plus beaucoup d'importance aujourd'hui. Ce qui est important à mes yeux, pour nous maintenant, 50 ans après, et parce que je vous ai dit que cette conférence est engagée par d'Aragon, c'est deux choses. La première, c'est la question de l'anarchiste allemand comme la formule est fiévreusement dénoncée par la suite dans le slogan fédérateur, nous sommes tous des juifs allemands, mais personne en fait n'a rapproché cette formulation de l'anarchiste allemand d'une autre que je vous ai lue dans un des extraits que j'ai cités, le philosophe allemand Herbert Marcuse, qui vit aux États-Unis. Il est évident que Marché connaît ou ne connaît pas Marcuse, ça n'a aucune importance. Mais il est évident que Marché, à ce moment-là, écrit pour des gens qui sont des lecteurs de l'humanité, qui ne connaissent pas Marcuse, qui ne savent pas si Cohn-Bendit est juif ou n'est pas juif. La question est flagrante. L'argument de Marché, celui qu'en tout cas je reconnais 50 ans après, c'est un argument qu'on me sert souvent. C'est aussi l'argument de Trump en ce moment aux USA. C'est un argument qu'on nous sert aussi bien à droite qu'à gauche. C'est l'argument de la peur de l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire parler d'une théorie qui vient d'Amérique, qui vient des USA, on est dans les années 60, ou de choses, de gens, d'idées qui viennent d'Allemagne, etc. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, et là je vais être un peu plus déjà sur Aragon, c'est ce qui me semble qu'il y a de plus frappant dans cet article, ce qui rend encore plus incongru la rencontre entre Aragon et ses étudiants, et en tout cas c'est frappant pour moi, c'est la façon dont ces jeunes sont considérés, et c'était déjà en germe dans ce qui s'est passé en 63, déjà ne sont pas considérés comme des jeunes, ça c'est frappant, alors que nous on est habitués à les prendre pour des jeunes, d'accord ou pas, mais la façon dont ils sont considérés seulement comme des adversaires de classe. La question, c'est même pas de savoir si ce ne sont pas des adversaires de classe, c'est qu'ils sont vus seulement comme des adversaires de classe. Comme si en 68, face à ces jeunes qui vomissent le vieux monde, le monde à papa, etc., eh ben, en fait, il y avait deux catégories d'adultes. Il y avait d'un côté des pères qui en réalité sont des pères fouettards, hein, c'est la police, le pouvoir, etc., et les vieux et tout, les cravates et tout ça. Et de l'autre côté, des adultes, c'est les autres acteurs qui refusent de se considérer comme des adultes en phase d'adolescents prolongés. Qu'ils étaient ces gens-là. Ce que sont de toute façon ces étudiants. Nous, on a l'habitude, c'est ce que sont encore nos étudiants. Comme si ces adultes avaient en quelque sorte démissionné en choisissant de se placer en fait sur le même terrain que leurs enfants. Vous voyez, il y a ceux qui fouettent et il y a ceux qui sont dans le même camp que les enfants. Je reviens donc au 9 mai à cette image étonnante d'Aragon tenant un haut-parleur près de Cohn-Bendit. Aragon demande à prendre la parole, il déplaît à tout le monde, il déçoit, au bout du compte, je me dis que c'était paradoxal, la sympathie des étudiants communistes qui vont arriver à Aragon, il déçoit même les étudiants communistes en fait, ceux qui viennent de rejoindre le mouvement. Ils sont placés en fin de cortège, évidemment. Ils ont échangé quelques orients avec les gauchistes. Quand ils ont vu arriver à Aragon, ils se sont faufilés. Je suis toujours le témoignage de Guy qui m'a l'air tellement logique, je ne vois pas comment ça pourrait être refabriqué. Puis Guy est quelqu'un d'honnête, qui essaie de remonter, on va dire, et Konop m'a dit, on a essayé de faire sur le moment un cordon sanitaire, parce qu'on croyait qu'elle allait se faire agresser. Et puis, en fin de compte, ils sont mécontents. Ils sont mécontents parce qu'Aragon, en fin de compte, parle avec Cohn-Bendit. Il parle de Breton. Il parle du surréalisme. Il parle de sa jeunesse qu'on lui renvoie à la figure. Et je cite Konop. C'est un entretien qui date de 2005 ou 2006. Et Aragon semble s'excuser de ce qu'il est devenu depuis. Et nous n'en revenons pas. Nous ne sommes pas contents. C'est nous, ce petit groupe au milieu de milliers d'étudiants qui gardons la ligne juste. Et Aragon donne la parole aux autres. Il va faire un peu plus que donner la parole. En tout cas, ce que les médias retiendront de tout ça, c'est cette déclaration qui est absolument stupéfiante dans le contexte, d'Aragon dans le mégaphone, au point qu'on peut croire, c'est ce que croit Boris Lobby 50 ans après, qu'Aragon essayait de sauver les meubles du PCF, et je maintiens, on en parlera après si vous voulez, que c'est bien au-delà de ça, les enjeux de cette rencontre d'Aragon avec les étudiants. En tout cas, ce qui est stupéfiant, c'est qu'Aragon tout seul, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, sans qu'il demande quoi que ce soit à qui que ce soit, dit, je cite, « Je suis ici pour vous apporter mon soutien personnel et pour vous amener le maximum d'alliés. » Aragon est membre du comité central. De quels alliés parle-t-il? Donc, incompréhension générale.
La suite, on est la semaine d'après, le lundi 13 mai, c'est l'apparition de l'hebdomadaire d'Aragon, les Lettres françaises. Vous avez peut-être entendu parler dans d'autres conférences. Les Lettres françaises, c'est l'autre grand hebdomadaire littéraire avec le Figaro littéraire. C'est les deux frères ennemis qui ont scandé la vie littéraire en France pendant une trentaine d'années. Et les Lettres françaises sont un numéro qui s'appelle Spécial étudiant. Attention, il ne s'agit pas d'un numéro sur les étudiants. Il va y en avoir plein dans ces années-là, et surtout dans les années qui vont suivre. Des numéros sur les étudiants, sur la jeunesse, etc. C'est avec les marronniers de toutes les revues dans les années qui vont suivre. Il ne s'agit même pas d'un numéro pour les étudiants. Il s'agit d'un numéro donné aux étudiants. C'est quand même étonnant, c'est la première fois. Un numéro dans lequel Aragon leur donne la parole. Les adultes vont parler, je vais y venir, mais ils parlent dans les marges. Sauf Aragon qui parle à la fin. Il laisse parler tout le monde, il parle à la fin. Un numéro dans lequel on peut lire plusieurs choses, entre autres ceci, que les gens aiment beaucoup citer, qui est rédigé de la plume d'un étudiant qui maintenant, en tout cas il y a une dizaine d'années, quand je suis arrivé à le contacter, était un militant écologiste, qui s'appelle Jeff Chakir. Voilà, je cite ça. On ne tue jamais les papas sans dégâts. Ça se fait déjà avec violence en famille. Le pays est aussi une famille, avec ses papas Aragon, ses papas papillons, ses papas roches, perfites. Inutile de citer tous les noms. Il suffit de citer leur mauvaise conscience et leur hâte, comme papa Aragon, à nous laisser parler lorsque nous les y contraignons, et qu'il ne leur reste plus que ça à faire. Effectivement, le papa Aragon laisse parler les étudiants, il leur laisse même dire ça. On voit passer un petit texte gentil d'Elsa Triolet qui s'appelle « Du point de vue de l'aïeul ». Mais c'est surtout un numéro dans lequel papa Aragon, il s'appelle comme ça, va donner, lui, sa leçon, justement. Mais sa leçon, il ne la donne pas aux étudiants, il la donne à toute la famille. On verra pourquoi il nous la donne encore maintenant. C'est une leçon, en tout cas, que personne, ou en tout cas bien peu de monde, a entendue, a retenue. Et si je la rappelle 50 ans plus tard, c'est aussi pour qu'on la retienne, et aussi à cause de cette chose qui s'est passée au printemps 2016, avec quoi je finirai cette conférence. Donc Aragon, dans ce numéro spécial étudiant, il laisse parler tout le monde, et il écrit ensuite sous le titre, pour finir, cette chose. Les quelques mots qui servent d'entrée en matière à ce numéro ont dit l'essentiel de ce que j'ai pour ma part cherché à dire, sous une forme approchée, quand le hasard fit le 9 mai sur le boulevard Saint-Michel, et bien le hasard, tiens, qu'on me tendit à l'improviste sans micro, devant les étudiants rassemblés au bas de la place Auguste-Comte. Je ne veux aucunement développer de façon personnelle cette entrée en matière, après quoi la parole est aux étudiants et aux enseignants. Je me permettrai pourtant de renvoyer le lecteur, pour terminer ce spécial étudiant, à un texte qui n'est pas inédit, à des vers par quoi s'achevait en 1960 mon recueil des poètes, pas un recueil, mais là il l'appelle un recueil. C'est qu'ainsi je peux montrer la continuité d'une pensée qui ne doit rien à l'improvisation, et la constance marquée d'une certaine conception de la jeunesse et de son rôle. Ainsi, ce texte, qui ne doit rien à l'actualité de 68, sera tout le contraire d'un poème de circonstance, et attestera d'une position qui est de longue date la mienne, le « à vous de jouer » d'un vieil homme qui n'a de confiance pour enfanter l'avenir qu'en cela que les esprits bornés traitent comme des enfants, au sens méprisant du terme. Et Aragon se cite lui-même, il aime bien se citer souvent. Il cite tout simplement ce dernier texte avec des vers de crucifixion, comme il dit, qui termine Les poètes, cet ouvrage de 1960 et qui s'appelle Épilogue. Je n'aurai pas le temps de vous lire, j'aimerais en plus prendre le temps de vous lire, mais je voudrais vous lire juste 2 extraits de ce texte. Cette vie aura passé comme un grand château triste que tous les vents traversent. Les courants d'air claquent les portes et pourtant aucune chambre n'est fermée. Il s'y assied des inconnus pauvres et là, qui sait pourquoi, certains armés. Les herbes ont poussé dans les fossés si bien qu'on n'en peut plus baisser la herse. Dans cette demeure, en tout cas ancien ou nouveau, nous ne sommes pas chez nous. Personne à coup sûr ne sait ce qui le mène ici, tout peut-être n'est qu'un songe. Certains ont froid, d'autres ont faim, la plupart des gens ont un secret qui les ronge. De temps en temps passent les rois sans visage, on se met devant eux à genoux. Quand j'étais jeune, on me racontait que bientôt viendrait la victoire des anges. Ah, comme j'y ai cru, et puis voilà que je suis devenu vieux.
Le temps des jeunes gens leur est une mèche toujours retombant dans les yeux, et ce qu'il en reste aux vieillards est trop lourd et trop court que pour eux le vent change. Nous avons vu faire de grandes choses, mais il y en eut d'épouvantables, car il n'est pas toujours facile de savoir où est le mal, où est le bien. Vous passerez par où nous passâmes naguère, en vous je lis à livre ouvert, chantant ce cœur qui bat en vous comme un cœur, me semble-t-il, en moi battait. Vous l'userez, je sais comment, et comment cette chose en vous s'éteint, se tait, comment l'automne se défarde et le silence autour d'une rose d'hiver. Je ne dis pas cela pour démoraliser. Il faut regarder le néant en face pour savoir en triompher. Le chant n'est pas moins beau quand il décline. Il faut savoir ailleurs l'entendre qui renaît comme l'écho dans les collines. Nous ne sommes pas seuls au monde à chanter, et le drame est l'ensemble des chants. Le drame, il faut savoir y tenir sa partie, et même qu'une voix se taise. Sachez-le toujours, le cœur profond reprend la phrase interrompue du moment que jusqu'au bout de lui-même le chanteur a fait ce qu'il a pu. Qu'importe si, chemin faisant, vous allez m'abandonner comme une hypothèse. Je vous laisse à mon tour, comme le danseur qui se lève une dernière fois. Ne lui reprochez pas dans ses yeux s'il trahit déjà ce qu'il porte en lui d'ombre. Je ne peux plus vous faire d'autres cadeaux que ceux de cette lumière sombre. Homme de demain, soufflez sur les charbons. À vous de dire ce que je vois. Ça, c'est la leçon implicite. Mais pour le cas où on n'aurait pas compris, Aragon donne aussi, Papa Aragon, il fait la leçon. Il donne une leçon explicite, mais la leçon explicite, Papa Aragon l'adresse à toute la famille. Et la leçon que Papa Aragon adresse à toute la famille, c'est la fin de ce texte, une fois qu'il a fini de se citer. Je dis aux étudiants qu'aujourd'hui, ce qui rend grave, je lève la main, c'est qu'il a souligné, ce qui rend grave leur comportement, ce qui d'ailleurs me semble conférer à leur liberté un caractère sacré, c'est qu'ils sont l'avenir, et que demain il leur faudra avoir devant leur cadet l'attitude qu'ils ont raison d'exiger de nous, sans quoi ils deviendraient leurs propres ennemis. Alors, de quoi est-il question en fait dans cette leçon? Il est question d'engagement, il est question de fidélité. Mais de quel engagement, de quelle fidélité? Bien, Aragon, c'est un homme quand même dont l'engagement, dont la fidélité, c'est quand même tout un paradoxe. Il a tellement changé dans sa vie que la première biographie d'Aragon, celle de Pierre d'Aix en 1974, s'appelait Aragon, une vie a changé. En même temps, il est resté fidèle, fidélité qu'on peut trouver contestable, que d'autres ont trouvé contestable, jusqu'à sa mort au PCF, tout en se battant contre l'insupportable. Mais question fidélité, il y a deux choses, puisqu'on parle de 68. La première, c'est qu'Aragon n'aimait pas les anciens combattants. Il avait horreur des anciens combattants. Il n'aimait pas qu'on lui rappelle qu'il avait fait telle ou telle chose. Il avait honte, d'ailleurs, il le dit, quand il a ramassé la croix de guerre pendant les quelques mois où il était au front, parce que bien sûr, il était bancardier, donc il allait au front. Il avait honte parce que ses copains se moquaient de lui parce qu'il avait ramassé la croix de guerre avec Palme. Mais il n'aimait tellement pas qu'on lui rappelle, lui, il se rappelait qu'il avait fait ceci, cela, que lorsqu'il s'agissait de témoigner, de rééditer son œuvre, il a presque tout réédité, sauf les choses dont il avait vraiment honte, il n'y en a pas beaucoup. Mais en 1929, vous voyez, 6 ans après la fin du mouvement Dada, dont il avait été un des fondateurs en France, le surréaliste avait écrit un poème qui s'appelle Ancien combattant. Je vous le lis, vous allez supporter, c'est très court. Ancien combattant. J'ai fait le mouvement Dada, disait le dadaïste. J'ai fait le mouvement Dada. En effet, il avait été. Voilà. Mais il n'a jamais renié ce qu'il a pu dire, écrire, etc. Mais il s'est renouvelé en même temps. Et il avait quoi, c'est vrai, comprendre l'exaspération de ces jeunes de 68, c'était déjà en 68 avant, qui ne supportaient plus que leurs aînés les emmerdent avec leur occupation, leur résistance, avec ces choses qui étaient terminées depuis 23 ans quand même. Et puis leur Indochine, et puis leur Algérie, parce qu'Aragon passait à chaque fois à autre chose. Mais il est resté fidèle à plusieurs choses. Il est resté fidèle, pour ne parler que de ce qui concerne cette conférence, au droit qu'a la jeunesse de réclamer sa place auprès des aînés, simplement parce que ce droit, il l'a réclamé pour lui-même en son temps. Et c'est pour cela, en fait, que ce 9 mai, Aragon est venu tout seul, sourire à une meute de jeunes gens,
sans réaliser qu'il était peut-être en danger, sans même penser qu'il était peut-être en danger. Comme un géant au milieu de nains qui l'ont insulté, et que tout seul, il les a assurés de son appui personnel, je cite, et de sa volonté, je cite encore, de la ramener le maximum d'alliés. Quel bilan est-ce qu'on doit tirer? Quelle leçon générale donne Aragon de cette double attitude? Eh bien, une leçon qui évidemment est celle de la fidélité, une leçon qui est celle des valeurs. Et à l'heure où on a à rendre des comptes, on peut au moins, parce que 50 ans après, tous les acteurs de 68 ont eu le temps, dans leur biographie, de rendre des comptes. Et même une partie de ces gens, il y a une partie de ces gens qui ont passé leur vie à demander des comptes à toutes les autres générations que la leur, donc autant faire le bilan. Combien auront-ils été dans cette foule des étudiants ce jour-là à rester fidèles à leurs convictions? Combien ne sont pas devenus, pendant ces 40 ans qui viennent de s'écouler, de Georges Marchais ou des vieillards qui ont passé leur vie à demander des comptes à toutes les autres générations, comme je disais, à demander à leurs cadets de leur cirer des pompes qu'ils n'ont jamais voulu cirer quand ils étaient jeunes? Combien auront-ils été, ce mois de mai, un peu devenu un moment de leur vie, leurs propres ennemis? Combien auront-ils été engagés jusqu'à la vie de leur propre journal, comme Aragon l'a fait, pour défendre leurs convictions? Eh bien, je voudrais terminer avec ce codicile, chose promise, chose due, comme on dit dans la publicité. Je voudrais parler de ce qui s'est passé au printemps 2016. Vous voyez, c'est qui pour moi est cette façon de refermer cette histoire qui a commencé en mai. Je voudrais refermer cette conférence par ce genre de choses délicieuses que Jean-Noël Jeannet appelle une concordance des temps. En avril 2016, il s'est tenu à Paris un meeting nocturne cette fois, pas place de la Sorbonne, mais place de la République, un meeting dont les participants étaient cette fois assis, mais qui s'appelait quand même Nuit debout, un meeting avec des jeunes, on verra pourquoi des jeunes, certains qui étaient jeunes, parce qu'il y a un verbatim de ce qui s'est passé, il y en a qui rigolent au fond, ils ont déjà compris de quoi je vais parler. Et donc le 18 avril dans la soirée, on connaît à présent le déroulement des faits, il y a un vieillard un peu plus jeune qu'Aragon en 68, Aragon avait 70 ans, là c'est un vieillard qui a 67 ans, qui est connu, qui est reconnu lui aussi, il passe à la télé-radio, il passe à la télé, il tourne même en boucle sur le web, Bernard Vasseur se fend la poire, ça y est, il sait de qui je parle, et ce vieillard arrive dans le meeting, assiste à ce qui se passe, et en repartant, non pas au moment où il arrive, c'est-à-dire c'est pas l'histoire d'Aragon, c'est l'histoire inverse, au moment où il repart, il se fait interpeller par des participants à ce meeting, des participants qui ne sont pas forcément des étudiants, mais qui sont au moins des jeunes. D'abord, pourquoi des jeunes? Puisqu'il y a le verbatim. Et on lui dit notamment, donc j'ai ramassé ce qu'on peut ramasser, casse-toi, facho. Il y a aussi quelqu'un qui dit Finkielkraut est avec nous, parce qu'évidemment il s'agit d'Alain Finkielkraut, homme de lettres et philosophe. Vous savez, Alain Finkielkraut qui en mai 68 préparait le concours d'entrée à l'ENSUM, qu'il rate cette année-là seulement, et qui était alors un étudiant maoïste engagé dans le mouvement de mai 68, et pourquoi pas, on peut au moins le rêver ou le supposer, qui était peut-être présent à ce moment-là quand Aragon est passé entre deux quarts de CRS, place de la Sorbonne. Finkielkraut répond donc à ceux qui l'interpellent fasciste, mais il répond aussi cette phrase célèbre qui a tourné en boucle sur le web, gna 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 gna, petite conne. Petite conne, c'est pas parce qu'elle était assise. Hein, cette petite conne, c'est parce que c'était une jeune. Donc on est un peu dans ce rapport de génération. Donc il se fait exfiltrer accompagné du service d'ordre de Nuit debout par sécurité, ce qui est un service d'ordre dont certains, peut-être plus âgés, lui disent qu'il a tort de partir, qu'il a le droit d'être là. Vous voyez comme c'était quand même moins violent, par de la violence, on va découvrir la violence, c'était quand même un peu moins violent qu'on soit pour ou contre tel ou tel type de manifestation que ce qui pouvait se passer dans certains cas. Finkielkraut racontera ensuite qu'il s'est fait cracher dessus, ce que démontrent les images, car si on regarde les images, c'est bien le caméraman qui filme la scène, en tout cas, qui reçoit le crachat. Et le philosophe présentera surtout cette nuit debout, je cite, comme une assemblée unanime de fascistes refusant la parole à ses contradicteurs. C'est une version des choses qui sera reprise en boucle, notamment par Maurice Safran, qui à l'époque était directeur du magazine littéraire, mais qui a cru qu'il écrivait encore dans Marianne. Et je me demande s'il n'a pas été remplacé parce qu'il y a eu tout d'un coup une perte d'abonnement. Bref, je ne veux pas commenter l'événement lui-même. Je le cite en revanche. Je ne veux pas commenter non plus
la façon d'agir de l'ancien 68 art, que je cite en revanche. Mais voilà, je voudrais vous quitter simplement, j'ai parlé de concordance des temps, ce que disait Jean-Noël Jeannet, en vous rappelant la leçon du papa Aragon, la leçon de l'autre vieillard, vous voyez, celui de 68, celui qui avait 70 ans en 68. 70 ans en 68, on est vieillard à ce moment-là, autrement plus que quand on a 67 ans en 2016. Eh bien, la leçon de l'autre vieillard qui adressait aux étudiants d'alors, dont faisait partie Finky, ceci, je cite encore, demain, il leur faudra avoir devant leur cadet l'attitude qu'ils ont raison d'exiger de nous, sans quoi ils deviendraient leurs propres ennemis. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup, Erwin Smith, de cette remarquable conférence qui permet aussi, je pense, qui a bien permis de me remettre en lumière le rôle qui a été celui d'Aragon en 68, la partie qu'il a voulu tenir et qui n'est pas forcément restée dans l'histoire écrite même encore aujourd'hui, puisque un ouvrage récent sur 68, publié au Seuil par Laurence Ludivine Bantini, ignore complètement le rôle d'Aragon et n'en fait qu'un porte-parole monocorde du Parti communiste, alors qu'on a vu que ce n'était pas du tout le cas. Merci. Peut-être avez-vous des questions dans la salle ou sur Internet. Il est possible aussi d'en poser. Je ne suis pas sûr que le micro que tu tiens dans les mains marche. Attends. Peut-être, puisque je vois qu'il y a un blanc rapide, peut-être que vous pouvez déborder un peu sur le lendemain, puisque là on a vraiment été en zoom, avec des zooms bien sûr, mais peut-être qu'on peut glisser un petit peu vers les aventures tchécoslovaques, qui sont d'autres moments d'investissement, disons, d'Aragon. Je ne déborde pas, je peux. Bien, je ne reprendrai pas la partie de la conférence que j'ai isolée. L'histoire du printemps de Prague, c'est une histoire qui s'est achevée vers la fin de l'été de la façon qu'on sait. Simplement, c'est une histoire qui est doublement importante dans la vie d'Aragon, d'abord, et cette fois en littérature, ou dans la vie littéraire française. La première chose qui s'est produite au moment où il y a eu l'invasion des chars, c'est qu'Aragon, c'est pas quelque chose qu'il faisait seulement dans ces années-là. Je ne peux pas m'empêcher de rapprocher ça de ce qui s'est passé à la fin de l'été 39, où Aragon était le directeur et le rédacteur en chef et l'éditorialiste, il répondait à un éditorial tous les soirs, d'une feuille communiste du soir qui s'appelait Ce Soir, et où Aragon, sans même prendre le temps de savoir quelle serait la position de qui que ce soit, a écrit quelque chose à propos de la signature du pacte germano-soviétique qui correspondait de toute façon à peu près à la position du Parti communiste, et suite à quoi il y a eu évidemment une réaction du gouvernement français assez violente, puisque la presse communiste a été interdite, etc. Bien. À ce moment-là, c'est similaire, sauf que, évidemment, il ne s'agit pas de la France. Aragon écrit tout seul, sans même savoir quelle est la position du Parti communiste français, un texte dans lequel il condamne, mais alors clairement, ce qui vient de se passer, c'est-à-dire l'invasion des chars à Prague. Il saura plus tard que c'est la position du Parti communiste français. Il dira, c'est des dires de témoins qui circulent. Je ne suis même plus sûr de la source. Je crois que c'est Elsa Triolet, mais je n'ai pas de souvenir de où ça se trouve. Il dira que si le Parti communiste français n'avait pas pris une position visant à condamner l'invasion de la Tchécoslovaquie, se serait tué. Il s'est un peu tué, mais il n'a pas fait exprès dans cette histoire. Bien, et réaction violente des officiels de l'Union soviétique, et la fois d'après, Aragon écrit un autre article où il reprend la fameuse formule de Boileau, j'appelle un chat un chat. Ce qui veut dire, j'appelle une invasion appelle une invasion, une libération. C'est quelque chose qu'il a payé cher.
on va dire, vers la fin d'une période heureuse, à peu près heureuse, en tout cas combattante, combative. Pour Aragon, c'est le moment où beaucoup de choses s'effondrent. Il a payé cher parce que les lettres françaises tenaient énormément, une grande partie de leur budget, des abonnements des pays de l'Est, des abonnements de milliers de bibliothèques en Union soviétique et dans la démocratie populaire, évidemment, ont interrompu leur abonnement avec tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé par la suite et des disputes autour du fait que le PCF ou volontairement ou non volontairement désengagé des lettres françaises. La question n'est pas là. On va dire qu'il y a perdu son journal. Tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, des gens qui engageraient jusqu'à leur journal. Aragon a engagé jusqu'à son journal. Et son journal, c'est beaucoup plus que son journal. Aragon a toujours été journaliste, a toujours été concepteur de choses. Surtout dans ces années-là, où ce sont les années où il intervient même sur les formats d'édition. Il fait des grands formats, il fait des formats minuscules. Il sait comment marche un bouquin. Il ne fait pas un texte où il dit à des éditeurs, publiez-moi. Il est déjà co-éditeur. Il a perdu énormément de choses. Et c'est dans le deuil de la perte de ce journal, il y a une excellente thèse qui a donné un excellent livre, il y a 3-4 ans, qui est un livre écrit par Joseph Pancueles, qui s'appelle L'œuvre poétique, l'œuvre des filles. C'est dans le deuil de la perte de ce journal qu'il a écrit le grand projet, enfin qu'il a conçu le grand projet de la poétique. En tout cas, là, il s'est passé quelque chose qui est important dans la vie littéraire française. Je disais, ça faisait 3 ans que la vie littéraire française était scandée par le Figaro littéraire et les lettres françaises. Et là, il n'y a plus les lettres françaises. L'autre chose, c'est dans la même période, quelqu'un a passé le rideau de fer et a apporté directement, je crois, dans mon souvenir, parce qu'on l'avait rencontré dans notre groupe, je me demande s'il n'y avait pas Bernard à ce moment-là, il y a 12 ou 13 ans à Paris, et a apporté à Aragon un manuscrit. C'était le journaliste Antonin Lim, qui était un journaliste du Printemps de Prague, et a apporté à Aragon un manuscrit de quelqu'un de pas connu, c'est son premier roman, quelqu'un qui s'appelle Milan Kundera. Il écrit un premier roman qui s'appelle La plaisanterie. On connaît l'histoire, même si on ne peut pas citer les témoins, parce qu'il paraît que des gens sont encore vivants. Enfin, j'avais essayé il y a 12 ans par Gallimard, ça n'a pas été possible. Bon, et puis voilà, ça, un beau jour, on aura enfin des archives. Mais l'histoire est à peu près la suivante. Aragon porte le manuscrit de La plaisanterie à Gallimard. Il y a bien sûr toujours un comité de lecture, donc il y a quelqu'un qui a lu, une dame, ou deux personnes, et évidemment, je vais vous dire pourquoi évidemment, qui refuse le manuscrit. Pourquoi évidemment? Parce que très certainement, Gallimard attendait un nouveau Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, une journée d'Ivan Denisovitch. Cet ouvrage qui est paru en France 6 mois après sa parution en Union soviétique, ou 8 mois après. D'ailleurs, en maître d'œuvre, même si c'est en coulisses, Aragon et Triolet, ce sont Aragon et Triolet qui se sont précipités pour que ceci paraisse très vite. Mais à ce moment-là, on attendait réellement, il y avait des tas de Solzhenitsyn à ce moment-là en Union soviétique, enfin, de sous-Solzhenitsyn, des gens qui témoignaient de la dureté du pouvoir stalinien, etc. Si vous connaissez la plaisanterie de Kundera, franchement, si on attend quelque chose au moment où il y a le printemps de Prague, on est un peu déçu. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est Kundera. C'est un livre amer, c'est un livre drôle, il faut aimer un peu l'humour noir de la plaisanterie, mais c'est pas ce qu'on attend. Donc l'ouvrage a été refusé, et Aragon est revenu à la charge, et a dit, je demande à ce qu'il paraît, je ferai une préface. Le livre est sorti aussi grâce à la préface d'Aragon, et longtemps après, Kundera a été, c'est vrai que maintenant, cette préface n'existe plus depuis longtemps dans les éditions de poche, on ne peut plus la trouver que dans les notes finales de l'édition Pléiade, mais Kundera a été longtemps très reconnaissant à Aragon d'avoir sorti la plaisanterie. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Oui. Je voudrais vous donner quelques informations, parce que les Russes avaient décidé de passer par le capitalisme pour faire du socialisme et communisme, et c'est pour ça que les chars sont rentrés. Et nous, en Bulgarie,
on a bien pleuré. Et ce qui est très important, c'est qu'il y avait une réunion en Bulgarie de toute la jeunesse 68. Et ce qui est stupéfiant, c'est que les Russes n'étaient même pas au courant qu'il y avait des gens qui étaient de gauche à l'ouest. Ils étaient tous des fascistes et dangereux. Et donc il y avait les frères Wolf allemands qui tenaient des discours révolutionnaires à l'université de Sofia. Et j'étais obligée de donner une grosse gifle avec d'eux pour qu'ils se taisent et pour que les Russes ne l'amènent pas en Sibérie, tellement ils étaient persuadés que c'était d'extrême droite et tout ça. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun contact entre l'Est et l'Ouest, tandis que mon père me dit, Maria, le communisme s'est terminé 71. Il a dit, tu peux partir faire tes films libres, ta chimie, tout ce que tu veux à l'Ouest, parce que les Bulgares femmes pouvaient sortir quand ils voulaient de Bulgarie, pas les hommes. Et donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les lettres françaises étaient tellement aimées, et tous les Bulgares lisaient à la maison, on lisait les lettres françaises, que quand le roi a coupé les lettres françaises, ça a été pour nous un gifle terrible. C'est pour vous dire que maintenant, il est temps de continuer le vrai communisme à la française, tel que les Tchèques le faisaient, les Bulgares le faisaient, et les communes paysannes du XIIe siècle, comme les Islandais en Islande le font, en Arménie, et même en Californie. Parce que je vis dans une maison où il n'y a que des chambres d'hôtes, et un jeune homme passe, et je lui dis, le nouveau Front populaire, puisque je suis bulgare. Et il me dit, et je commence à lui parler en anglais, parce qu'il faut parler au moins 5 langues maintenant à Paris. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais non, on le fait en Californie. Donc, soyez courageux et ne pensez l'avenir, et il n'y a pas de vieux. Ce qui est stupéfiant, on parle toujours des vieux. C'est vrai que tous les vieux font toujours les guerres d'après Orphée et d'après les Grecs, c'est sûr. Mais ce qu'il faut faire, c'est que l'horloge biologique n'est pas pour tout le monde lui-même. Donc vous, il faut que vous pensiez l'avenir et pas toujours le passé. Moi, je veux des Aragons d'aujourd'hui et des poètes et tout, et une culture communiste. Il me manque. Merci. Merci en tout cas pour le témoignage concernant les lettres françaises en Bulgarie. Voilà. Quelqu'un d'une question, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Je m'appelle Marianne Gaudry-Delranc et je remercie beaucoup Hervé pour sa très belle intervention, son très bel exposé, avec lequel je suis tout à fait d'accord qu'elle a très très bien montré le rôle et l'attitude d'Aragon à l'époque. Et j'aurais voulu témoigner parce que en 68, j'étais au Bureau national des étudiants communistes et puis j'étais aussi secrétaire du secteur lettres des étudiants communistes, c'est-à-dire la Sorbonne et Censier. Et donc j'ai vécu les événements de près. Ce que je peux dire pour compléter, parce que bon, ça fait de compléter un petit peu ce que tu as dit, mais surtout sur le plan historique, si on veut, c'est qu'en tant qu'étudiant communiste, on était en relation avec Roland Leroy, qui servait d'intermédiaire entre le parti et nous. Donc pas avec Marchais, avec Roland Leroy, qui avait peut-être des positions, je ne sais pas, il faudrait chercher ça, il avait peut-être des positions un tout petit peu différentes de celles de Marchais, en tout cas il était moins brutal, certainement, bon, dans ses expressions et prises de position. Et il faut revenir au contexte de l'époque qui était la guerre du Vietnam déjà, contre laquelle on s'était énormément mobilisé. Il y a eu l'opération Un bateau pour le Vietnam, pour lequel on avait récolté énormément d'argent. Et puis, dans ce contexte-là aussi, le développement du maoïsme, il y avait une ferveur à l'égard de la Chine et du maoïsme chez les étudiants qui s'était développé, mais en même temps, c'était les groupes maoïstes étaient extrêmement durs,
intellectuellement, même physiquement, presque violent. Enfin, c'était très, très difficile, les relations avec eux. Et on avait des divergences, donc, et avec les maoïstes et avec les gauchistes, sur l'appréciation de la situation, justement, en 68. Eux pensaient, et beaucoup pensaient, que le mouvement se développant, on y a participé à ce mouvement presque dès le départ, parce que moi je me souviens avoir été en permanence dans la cour de la Sorbonne, tenir une table de tracts, de livres, etc., avec une banderole au-dessus qu'on voit sur quelques photos, banderole qui se décrochait perpétuellement et qu'il fallait raccrocher. Donc on était dans ce mouvement, mais en même temps on s'opposait aux gauchistes et aux maoïstes, parce que notre grande divergence, c'était qu'on ne pensait pas que le pouvoir était à prendre. Eux pensaient que le mouvement se développant, le pouvoir gaulliste allait tomber. Nous, les étudiants s'étaient mobilisés, mais au départ, il n'y avait que les étudiants. Au bout d'un moment, il y a eu aussi les ouvriers. Et puis le pays s'est mis en grève. Et à ce moment-là, donc il y a eu l'idée que le pouvoir allait tomber. Et nous, on pensait, et c'était l'idée transmise par Roland Leroy, il faut dire aussi, on pensait que non, que le pouvoir gaulliste était très fort. Et on avait su que quand De Gaulle a disparu, alors j'ai oublié un peu les dates, on savait qu'il était parti en Allemagne voir le général Massu, c'est ça, le général Massu, pour lui demander d'intervenir avec les tanks si jamais, alors non seulement les étudiants, mais les ouvriers se mettaient à vouloir prendre le pouvoir. Notre position, et qui était aussi celle du parti, c'était que ça deviendrait à ce moment-là très dangereux, que ça se finirait mal, et que donc il fallait être très prudent et ne pas plonger dans cet enthousiasme, enfin cette illusion lyrique là, dont parle Malraux, dans l'espoir, qui pouvait très mal tourner. Donc notre position était extrêmement délicate parce qu'il s'agissait à la fois d'accompagner les étudiants, de leur dire oui, vous avez raison, parce que c'est vrai que nous aussi on avait lutté pour les changements à l'université, la démocratisation de l'université, parce qu'il y avait très peu d'enfants d'ouvriers à l'université, il y en avait, je ne sais plus combien, 5%, 3%. Donc pour une démocratisation de l'université, pour le changement des études, pour la possibilité, par exemple, de faire des thèses collectives, l'idée qui a été adoptée dans la loi qui a été votée après la loi de Belfort, mais qui n'a jamais été mise en application, cette possibilité-là. Donc, à la fois, on soutenait beaucoup de revendications des étudiants, mais il fallait aussi dire, alors, et à nos amis étudiants communistes et aux autres, attention, ne plongez pas, ne vous faites pas d'illusions, le pouvoir n'est pas à prendre. Voilà. Et c'est vrai que quand Aragon est venu voir les étudiants, Konopnicki a raison de dire, on a été plus ou moins, pas très très contents parce qu'on se disait, oh là là, ça va faire des confusions, on va croire que les gauchistes ont raison, voilà, et nous, ça nous paraissait dangereux si tu veux. Voilà. Donc voilà, j'apporte ce témoignage-là. Si j'avais su que voilà, comme tu ne parles pas de toi, je t'aurais interviewé aussi. Je voudrais, du coup, ça me donne ça, je voudrais rajouter ce que Martelly rappelle, il a raison de le rappeler parce qu'on perd de vue, c'est qu'à l'époque, ça fait partie aussi, on va dire, de la façon dont le PCF, des raisons pour lesquelles le PCF n'a pas vraiment voulu prendre en compte ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, il y avait quelque chose sur quoi était branché le PCF, je crois, depuis 1963. C'était l'union de la gauche. Il attendait qu'il se passe quelque chose et que les socialistes acceptent de signer quelque chose. Ils signeront au-dessous de 6% seulement. Voilà, merci. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait une dernière question, je pense qu'on va conclure. Je vous rappelle la date de la prochaine université d'été du cycle Aragon, donc c'est le 12 mars, pardon. Et c'est Aragon romancier, un homme siècle, par Dominique Massonneau. Voilà, donc merci encore Hervé Bismuth pour cette intervention. Je vous remercie.